Si on fait ça tout simplement une prolongation tendancielle linéaire de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, on est très en deçà de la réalité des prochaines décennies. C'est d'ailleurs un vrai problème, puisqu'aujourd'hui nos dirigeants anticipent ou prennent des décisions, souvent d'ailleurs de manière assez conservative, sur la base de rapports qui datent d'il y a quelques années et font des prolongations tendancielles. Ils vont très certainement se retrouver très en deçà de ce qu'il faudrait faire, parce que clairement aujourd'hui, si vous voulez, il y a une exponentielle dans les découvertes scientifiques, dans la compréhension que l'on a des phénomènes. Chaque année, les prévisions sont largement pires que l'année passée. Ça ne veut pas dire que ça va se continuer, mais en tout cas, voilà, on est dans une exponentialisation de tous ces phénomènes. Le développement, le climat, le changement climatique est un catalyseur. Le ministère de la Défense l'appelle un multiplicateur de menaces. Ce n'est pas évidemment le seul problème auquel on est confronté, mais il est maintenant de plus en plus présent de manière sous-jacente dans les problématiques du monde. Et alors, c'est quoi le monde? Je vais commencer surtout par ça. C'est quoi le monde? Si on écoute nos politiciens, le monde, c'est le monde humain. C'est essentiellement ça. On va essentiellement s'intéresser à comment on vit ensemble dans ce monde humain qu'on a créé, qu'on appelle l'anthroposphère. Et voilà, on se préoccupe de comment on interagit au sein de cette anthroposphère. Mais à part quelques scientifiques et quelques ONG, il n'y a pas grand monde qui véritablement étudie le reste, c'est-à-dire le monde naturel. Et c'est comme si le monde humain était posé sur un monde naturel, mais parfaitement indépendant de ce monde naturel. Le monde naturel, c'est quoi? Il y a la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre, et on est en train, enfin on a déjà sérieusement amoché, et on creuse toujours plus fort et toujours plus vite dedans. Il y a l'hydrosphère, c'est-à-dire les masses d'eau. Alors voilà, là on est confronté à des problématiques de stress hydrique un peu partout dans le monde. Au lac Tchad, je vous prends un exemple africain, c'est une situation extrêmement grave. Et puis l'océan, tout ce qui est océan, qui est en train de monter, de grimper par le réchauffement climatique, par la fonte, par l'expansion thermique. Voilà. Et on a également une acidification, une déplétion des ressources halieutiques, etc. Il y a la cryosphère, c'est les glaces elles sont en train de fondre. On a la biosphère, tout ce qui est vivant, et vous le savez sans doute, on est dans une déplétion extrêmement rapide, une érosion de la biodiversité extrêmement rapide. Et puis il y a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est essentiellement de ça qu'on parle quand on parle climat, qui est en train de faire n'importe quoi et de rentrer dans un régime qui n'est plus un régime stable, mais un régime erratique. Toutes les dimensions de ce monde naturel sont en effondrement. Voilà. Je pèse le mot, en effondrement. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'on a la possibilité de maintenir longtemps un monde humain qui est posé sur des strates naturelles qui sont en effondrement? Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un monde qui est un résultat d'une logique généralisée de démesure, où on essaie d'aller toujours plus loin, de transcender les limites, sauf qu'on a atteint un certain nombre de ces limites et on arrive très vite à d'autres de ces limites. Certaines sont des limites absolument incompressibles, ce sont des lois naturelles. La nature va reprendre la main d'une manière ou d'une autre dans les prochaines décennies. Et soit on continue dans cette logique d'hubris, de démesure, et on va subir cette décroissance matérielle et cette, on va dire, le dérèglement de tous les systèmes sur lesquels repose nos modes de vie, soit on essaie de mettre un peu d'humilité dans notre appréhension de l'avenir et on essaie d'anticiper. Voilà. Et on peut anticiper pas mal de choses, notamment justement les migrations, qui, même si on ne les évitera pas, il va y avoir énormément de migrants dans les prochaines décennies, on peut tout de même organiser ça un petit peu si on sait s'y prendre. Alors les situations aux différents endroits sur Terre qui sont confrontés à ça, les situations sont très différentes. Elles sont très différentes, elles vont prendre un peu la coloration locale des problèmes préexistants. C'est-à-dire qu'on va voir, même si le climat est souvent derrière un des facteurs, un des contributeurs, des fois un contributeur absolument majeur, malgré tout, quand on voit les situations sur place, ça va être la guerre, ça va être des tensions religieuses, ça va être des tensions ethniques, et donc, pour les gens qui ne connaissent strictement rien à l'écologie, c'est très facile de se tromper de diagnostic.
C'est très facile de mettre toujours l'accent et le focus sur ces problèmes-là, problèmes géopolitiques, problèmes sociaux, et de ne pas voir le déterminant commun à toutes ces crises. Si on prend les tendances actuelles, on va essayer de se projeter. Qu'est-ce que nous dit l'ONU? L'ONU, déjà, regarde ce qu'elle appelle migrants, ce sont des gens qui traversent une frontière. Donc, pour être comptabilisé comme migrant, il faut être passé d'un pays à un autre. Donc, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'UNCCD, nous dit qu'il risque d'y avoir 60 millions de migrants issus de l'Afrique subsaharienne dans les 5 ans qui viennent. L'ONU nous dit que d'ici 2050, il devrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. C'est un chiffre qui est de plus en plus, c'est un chiffre qui date un petit peu maintenant, un chiffre qui est de plus en plus critiqué par des gens qui disent que c'est très en deçà de la réalité. Et je rappelle que c'est uniquement des gens qui passent les frontières. Alors si on regarde les gens qui se déplacent au sein des pays, il faut aller regarder du côté de l'IDMC. L'IDMC, c'est le Internal Displacement Monitoring Center. Excusez-moi. C'est une ONG environnementale humanitaire. Une ONG humanitaire norvégienne, excusez-moi. Ils font un compte des migrants internes au pays. Selon eux, depuis 2008, il y en a déjà eu 185 millions dans le monde, c'est-à-dire 25 millions de déplacés par an. Voilà. Et là, je parle uniquement des causes de catastrophes naturelles. Hein. On parle uniquement de ça. 80% c'est lié à des événements hydroclimatiques. Ce sont des tempêtes, ce sont des inondations, des sécheresses, l'érosion des côtes. Voilà. Et il faut savoir qu'à ce stade-là, depuis 2008, plus de 80% de ces gens viennent d'Asie. Ce sont des gens en Asie. Alors la Chine, l'Inde, les Philippines sont extrêmement touchés. Mais il y a également un petit peu de déplacés en Amérique, les Amériques, et un petit peu en Afrique. En Europe, on a l'impression qu'on est vraiment très loin de ça, hormis Xintia et d'autres événements, phénomènes très ponctuels. Mais ça vient, ne vous inquiétez pas, ça va venir. L'immigration, c'est un phénomène intéressant, mais au-delà du phénomène, c'est aussi un indicateur. C'est un indicateur de choses plus graves, de problèmes plus graves. Parce que comme tu l'as dit, tout le monde ne migre pas. Donc il y a ceux qu'on comptabilise, mais en général, les plus pauvres, les plus miséreux, eux, ils restent sur place. Donc Katrina, tu disais, les plus pauvres sont restés sur place. Les déplacés, d'ailleurs, ils n'ont pas le choix, parce que si rester sur place pour eux, ça veut dire rester dans leur culture, dans leur langue, avec leur famille, leurs amis, et également au sein de certains réseaux d'échange, de commerce et de solidarité. Et donc, c'est impossible pour eux de quitter ces réseaux, de se retrouver seuls. Leur résilience chuterait. Donc, pour des questions de résilience à très court terme, ils restent à des endroits mettant en danger leur résilience à plus long terme. Donc, pour l'instant, c'est surtout quand même un problème du Sud, effectivement, cette histoire de migration. Et on a aussi bien des migrations sud-sud que des migrations de plus en plus sud-nord. Alors, dans les pays du Sud, tu en as un petit peu parlé, et toi aussi d'ailleurs, vous en avez parlé tous les deux, la migration prend souvent l'apparence d'un exode rural. C'est-à-dire que si on regarde les masses de gens qui se déplacent, c'est dans l'ensemble surtout vers les agglomérations. Et ça crée quoi à de nombreux endroits dans le monde? Ça crée une urbanisation sur des zones qui sont déjà des zones à risque. Parce qu'il y a déjà trop de gens, et parce que souvent les villes sont sur des côtes, et que les côtes sont des zones à risque pour les décennies à venir. On a une bidonvillisation de beaucoup de villes, avec ce que ça crée derrière comme déstabilisation sociale et comme catastrophe sanitaire, notamment pour l'accès à l'eau. Le stress hydrique est extrêmement fort dans les villes des pays où il y a ces migrations vers les centres urbains. On a un manque de vivres également qui va advenir dans les prochaines décennies, puisqu'il y a de moins en moins de gens dans les campagnes pour produire la bouffe que mangent les gens dans les villes. Donc, maintenant, ça c'est une tendance en cours. Maintenant, si on rajoute la tendance climatique dessus, les sécheresses, les dérèglements du cycle de l'eau, les récoltes qui seront moins fiables, les températures qui vont monter, la salinisation des aquifères ou des terres, si on regarde l'érosion des littoraux, et ensuite que l'on rajoute à ça les événements climatiques extrêmes. Alors il a été, pour info, là, le mois dernier, à la COP22, il y a l'Organisation météorologique mondiale qui a fait paraître un rapport, une synthèse de 80 études, et qui démontre clairement que le changement climatique
provoque une multiplication, une augmentation de la probabilité d'événements climatiques extrêmes. Donc tout ça est lié. Donc si on rajoute tout ça, on voit les tensions et les conflits que ça va générer. Même si on est incapable de prédire précisément, on sait que c'est la tendance générale vers du conflit. On rajoute en plus derrière là-dessus quelques guerres pour l'accès aux ressources, et comme c'était le cas en Syrie, c'est-à-dire typiquement en Syrie, tu l'as dit, il y a eu une sécheresse record entre 2007 et 2011, tu as 1 million de gens dans ces années-là, avant 2012, 1 million de gens à peu près qui migrent des campagnes vers les villes, et ça fait des situations explosives, sur fond bien évidemment de tensions préexistantes entre des communautés différentes. On a 80% du cheptel, c'est-à-dire des bêtes d'élevage qui est mort entre 2007 et 2011. Les gens n'avaient plus rien à bouffer. Bon, tu rajoutes à ça le fait qu'il y a des enjeux dans la région en plus pour faire passer les pipelines et les gazoducs qui viennent du Qatar et machin, et qu'il y a une guerre justement avec le Qatar et la Turquie parce qu'ils ont choisi le pipeline qui venait d'Irak et compagnie. Voilà, donc là, évidemment, c'est un exemple parfait, la Syrie, d'un problème qui est multifactoriel, qu'aujourd'hui on a tendance à analyser sous l'angle géopolitique, et c'est vrai, mais derrière, s'il n'y avait pas eu le paramètre écologique, en fait, ça aurait certainement tenu encore très longtemps. Et puis voilà, donc au Vietnam, tu en as parlé, il y a les typhons qui provoquent des déplacements de population massifs, plus ou moins bien organisés. L'Afrique subsaharienne est à haut risque. On a des enjeux géopolitiques également sur tous les grands fleuves, puisqu'il y a des ressources du fleuve qui sont prises en amont, et évidemment en aval, ça crée des problèmes. Donc il peut y avoir des tensions entre différents pays. On a les îles dont on parle souvent beaucoup, parce que ce sont les premiers, entre guillemets, réfugiés climatiques au monde. Je dis entre guillemets parce que pour l'instant, personne n'a encore reçu le statut, véritablement, parce que c'est un statut, comme tu disais, qui est très flou, il y a un vide juridique autour de ça. Et donc les îles Pacifiques, les Tuvalu, les Kiribati, nous avons d'énormes tensions politiques à venir, et donc conflictuelles dans la vallée du Jourdain pour l'accès à l'eau, et également dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate. Là, je ne vous raconte même pas ce qui va se passer. Et dans le Maghreb et dans le Sahel, nous avons des populations qui augmentent fortement, avec des surfaces agricoles qui diminuent fortement. Je vous laisse également voir ce que ça va créer en termes de déstabilisation et de pression migratoire induite. C'est pareil au Yémen et à d'autres endroits. Alors on parle souvent de la montée du niveau des eaux quand on parle de migration. C'est pas aujourd'hui, c'est pas la cause majeure de migration. En tout cas, c'est un danger majeur. Ça risque de devenir la cause majeure dans les prochaines décennies. Entre 2050 et 2100, il y a fort à parier que ce sera vraiment une des raisons majeures de déplacement. Tu disais qu'aujourd'hui, on parle de 1 mètre d'élévation moyenne du niveau de la mer d'ici à 2100. Ça, c'est le GIEC qui nous dit ça, mais avec des études qui commencent à dater un petit peu. Effectivement, on a d'autres analyses, dont une de cette année, qui multiplie par 2 environ ce chiffre. Mais on parle là encore vraiment d'augmentation moyenne. C'est-à-dire qu'à certains endroits, ça va être 3-4 mètres. Or, aujourd'hui, plus de 600 millions de personnes dans le monde vivent sur les côtes à moins de 10 mètres d'altitude. Voilà. Tous ces gens-là sont en danger direct dans les, on va dire, 50 prochaines années, et encore je suis large. J'ai envie de dire dans les 30 prochaines années. Parmi les zones menacées, il y a les côtes, évidemment, donc, mais il y a aussi les îles, on en a un petit peu parlé, et puis il y a les deltas. Et les deltas sont le grand delta du Nil, le delta du Mékong. Ce sont les zones les plus peuplées, ce sont les pôles d'activité les plus forts dans ces pays-là, et ce sont des zones vivrières extrêmement intenses. Donc là aussi, grave problème. Alors si on prolonge le trait de tout ça, parce que pour l'instant, je parle de tendances actuelles, je ne parle même pas de l'évolution de ces tendances dans les prochaines décennies. Si on prolonge le trait, on s'apprête à avoir à minima des dizaines, mais probablement des centaines de millions de déplacés dans le monde. Voilà, il suffit de regarder le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est quand même un exemple extrêmement frappant, où il y a 165 millions de personnes rien qu'au Bangladesh, dont on sait que la quasi-totalité va se retrouver dans une situation absolument invivable. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Inde construit un mur de 3300 km sur la frontière avec... parce qu'elle se prépare à une situation explosive. C'est plus long que le mur de Trump, 3300 km.
Voilà. Et il y a des sommes incroyables en jeu. Sur le plan économique, c'est absolument inimaginable. Aujourd'hui, factuellement, une ONG qui s'appelle German Watch a étudié que juste les épisodes climatiques extrêmes, juste ceux-là dans le monde, il y en a eu environ 11 000 en 20 ans, ont créé un demi-million de morts et ont coûté environ 3 000 milliards de dollars. Bon. Juste ces événements climatiques extrêmes-là. Et puis si on regarde les études qui existent sur combien ça va coûter de faire face au changement climatique, on est sur plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de milliards jusqu'à 2050. On n'a pas assez de dollars, on n'a pas assez d'argent pour tout faire, pour se préparer, pour adapter tout le monde. Et la question qui se pose, il l'a posée François Gémen, c'est il va falloir faire des choix, et on va devoir choisir qui on protège et qui on sacrifie. Voilà, c'est aussi bête que ça, je vous laisse là encore penser librement sur la base de quels critères et par qui vont se prendre ces décisions. Il est fort à parier que les pauvres ne sont pas avantagés dans cette histoire. Aujourd'hui, les pays riches misent à fond sur l'adaptation par l'ingénierie. À Venise, il y a des digues. Aux Pays-Bas, il y a le plan Delta où on a également des espèces de digues. On se croit un petit peu à l'abri et on sous-estime l'ampleur et l'imminence, surtout l'imminence également des problèmes. Parce que, comme je vous dis, tout ça s'accélère très rapidement. Les sociétés du Nord, elles sont certes plus résilientes face aux problèmes climatiques, non seulement parce que les impacts climatiques vont arriver plus tard chez nous, enfin les impacts très graves vont arriver un petit peu plus tard chez nous que dans le pourtour méditerranéen, ou dans la zone sahélienne, ou les zones tropicales, subtropicales. Néanmoins, on va être confronté, nous aussi, à des dévissages, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à des pénuries de plus en plus, des raréfactions, un certain nombre de ressources et des pénuries. Bon, mais on pense qu'on peut s'adapter. Alors que les pays pauvres, c'est clair, la seule mode d'adaptation qu'ils ont, c'est de changer leur mode de vie et de migrer. Où de migrer, ça dépend des endroits, évidemment. Et migrer, c'est aujourd'hui des migrations sud-sud, des migrations donc qui vont des villes vers la campagne, le contraire, des campagnes vers les villes, et puis, in fine, quand ça pète et que ça devient des conflits armés, migrer vers d'autres pays et surtout vers le nord, en l'occurrence. Voilà. Et on pense chez nous que l'exode c'est fini, parce qu'on a eu un grand exode rural, aujourd'hui on est à peu près dans des pays qui sont à peu près stabilisés en termes de mouvement de population. Mais ce sur quoi je voudrais finir, c'est que, à mon sens, tout ça c'est un peu une vue de l'esprit, c'est-à-dire que notre stabilité est remise en danger. Or, notre stabilité climatique notamment, c'est-à-dire la stabilité également des flux d'approvisionnement dans un certain nombre de ressources, et notamment des ressources énergétiques, les combustibles fossiles par exemple, cette stabilité-là est à la base de notre modèle. Notre société ne tient que parce que l'on a des chaînes d'approvisionnement interconnectées, à flux tendu, en permanence, qui nous amènent énormément de vivres un peu partout dans le monde. Si cette stabilité-là est remise en question, notamment pour des raisons climatiques, notre modèle s'effondre. Je reviens à cette question un peu anxiogène de l'effondrement, et notre modèle s'effondre. Il peut s'effondrer assez rapidement, d'ailleurs, tellement tout est interconnecté et aujourd'hui dépend de la rapidité des flux. Et donc aujourd'hui, au nord, nous atteignons des limites écologiques, mais un peu moins critiques pour l'instant que ce qui arrive au sud. On atteint également des limites sur, je vous dis, les flux d'approvisionnement, mais un petit peu moins critiques que ce qui arrive déjà dans certains pays du sud. Et on atteint ces limites sous pression migratoire. Et quand je dis migratoire, c'est pas seulement des hommes, mais c'est également la migration des maladies. On a des barrières climatiques qui changent, et donc on va être confronté de plus en plus à l'arrivée de certains virus auxquels nous ne sommes pas préparés. On n'a pas, nous n'avons pas les anticorps ici pour lutter contre certaines maladies. On a les migrations, c'est aussi la migration de la faune, qui fait ce qu'elle peut la pauvre, et la migration de la flore. La migration de la flore, malheureusement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, un temps que nous n'avons pas. Et je termine là-dessus. Je termine sur ce grave problème qu'on sous-estime souvent, c'est, on nous dit, ah ben oui, en 2050, il fera apparaître le climat de Madrid. Oh ben, ça a l'air sympa, effectivement, dit comme ça. C'est pas du tout vrai, hein, c'est complètement faux. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que la température moyenne à Paris sera égale à la température moyenne actuelle à Madrid.
Sauf qu'entre-temps, la faune et la flore n'auront absolument pas eu le temps de s'adapter. Et donc, ce sont des disruptions. C'est pas du tout un changement gentil et graduel. Il va y avoir des ruptures dans les chaînes trophiques, c'est-à-dire dans les chaînes, chaînes trophiques, bon, je ne sais plus l'autre mot. Bref, dans les constructions de la biodiversité, il va y avoir vraiment des ruptures. Et donc, si l'on prend en compte toutes ces choses-là, on se rend compte que même si nos sociétés à nous ont du superflu, et donc, sous contrainte, peuvent rogner dans le superflu et ne pas s'effondrer, donc même si nos sociétés sont un peu plus résilientes que les sociétés du Sud qui, elles, n'ont pas de marge de manœuvre, et à partir du moment où elles sont sous contrainte climatique et de ressources, s'effondrent plus rapidement, quand ça va nous arriver, et je ne peux pas le dire assez, ça va nous arriver, quand nous arriverons nous-mêmes à nos limites, notre effondrement sera beaucoup plus, je pense, sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus total que dans les pays du Sud. Car la résilience des gens, des individus, est beaucoup moins bonne au Nord qu'au Sud. Et alors qu'au Sud, les gens peuvent à la rigueur repartir avec peu de choses, je ne dis pas que c'est drôle, hein. Je ne dis pas qu'ils savent tous faire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tension et de mort, ce sera difficile. Ici, on est absolument infoutu de tenir un râteau, de construire une maison, de faire quoi que ce soit. Donc les migrations du futur, pour nous, c'est quoi? Ça va être de la ville vers les champs, sauf qu'au champ, il n'y a plus personne qui est capable de produire suffisamment de bouffe pour tout le monde, on va être bien emmerdé. Et ça va être donc nécessairement une adaptation permanente. C'est-à-dire qu'on ne va pas se stabiliser, je pense, avant très longtemps chez nous dans des champs, surtout dans un régime climatique qui est erratique, qui ne se stabilise pas lui-même. Et le futur de l'humanité, pour moi, que ce soit au sud comme au nord, et quand je dis futur, je parle d'ici la fin du siècle, hein, c'est une renomatisation de l'humanité. C'est-à-dire que si on veut s'adapter, il va falloir s'adapter en permanence, et notamment en se déplaçant, comme l'humanité l'a presque toujours fait, j'ai envie de dire. Voilà, donc je pense que l'avenir de l'homme, c'est la migration.